Donc, je vais commencer par toi, Raphaël. Donc, tu es activiste, directeur France de l'ONG Democratic Society. Tu as pas mal d'autres casquettes, principalement en lien avec la société civile et un peu partout aux quatre coins du monde. En quelques mots, l'objectif de Democratic Society, c'est de réinventer la démocratie au XXIe siècle, de la réenchanter même, et notamment en accompagnant des gouvernements et en proposant des nouveaux modèles de démocratie participative. Et tu as eu une prise de conscience il y a fort longtemps maintenant de l'urgence et de la crise climatique avec des photographies, en tout cas une en particulier. Alors, c'est pas en 48 ou en Voilà. 64, c'est quand on dit il y a fort longtemps, maintenant je m'inquiète un peu, c'était en 2010. Donc moi je voulais vous demander un peu, peut-être si quelqu'un a en tête vraiment un moment de prise de conscience, vraiment qui lui a fait prendre le vertige et qui s'est dit mon Dieu, peut-être que je dois faire quelque chose avec ma vie. Peut-être comme toi Tara, avec tout ce que tu as fait et toutes les accolades que tu as eues pour ce que tu fais. Un moment où vous vous êtes dit ah ouais d'accord, ok, je sais pas si si quelqu'un veut donner un exemple, sinon moi je peux vous donner le mien. Ça va vous faire revenir un petit peu votre déjeuner ou votre goûter. Euh, Est-ce que tu peux montrer? Voilà, moi, je suis tombé là-dessus en 2010. C'était les photos de Chris Jordan. C'est sur l'île de Midway que les Américains connaissent parce qu'il y a eu une grande bataille dans la guerre du Pacifique. Donc c'est vraiment Midway, c'est vraiment au milieu du Pacifique Nord. Et normalement, c'est l'endroit le plus éloigné de tout. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, et je ne suis pas le seul évidemment, j'ai pris la conscience du fait qu'il n'y a plus d'endroits vierges naturels dans le monde. Alors vous allez me dire, c'est la biodiversité, c'est pas le climat. C'est un autre cheval de bataille, on en parlera, tant qu'il y a des chevaux. Et, mais voilà, c'est un peu pour vous dire, moi je travaillais dans le domaine de l'assistance électorale, de l'assistance démocratique dans le monde. J'ai grandi au Maroc, j'ai toujours vécu un peu partout. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, c'est pas extraordinaire, ça sert pas forcément à grand-chose. Et comme j'avais déjà 10 ans de travail dans la démocratie dans les pattes, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui soit à la fois climat, biodiversité, mais aussi sur lesquels je puisse utiliser mon expérience sur la démocratie. Et donc heureusement, je peux vous dire 12 ans plus tard que j'ai au moins réussi à me réinventer. Il y a toujours des albatros qui meurent sur l'archipel de Medway. Vous savez, c'est l'océan de plastique. Donc en fait, c'est les albatros qui confondent le plastique coloré avec des crustacés ou des crabes ou des choses comme ça. Donc il y a des photos encore pires, il y a des photos où on voit des têtes de poupées Barbie dans l'estomac des albatros. C'est vraiment épouvantable. Voilà. Donc en parlant de photographie et de prise de conscience, la transition est toute trouvée pour présenter peut-être Maxime, donc, qui est photographe, dont le puissant travail a été primé à de multiples reprises et distingué notamment par le prix Maison Blanche, le prix du Centre national des arts plastiques. Et tu as notamment entrepris un travail documentaire de longue haleine depuis près de 15 ans et deux séries majeures, en tout cas deux séries très en lien et d'actualité avec la conférence de ce soir. Donc Climate Heroes, qui est une série présentant donc des solutions citoyennes permettant de maîtriser nos émissions carbone et que tu as exposé aux quatre coins du globe. Et Paradise, qui est une série sur cette ville éponyme de Californie détruite par le méga-feu Camp Fire en 4 heures en 2018 et qui pour toi est une parabole sur notre capacité à nous reconstruire après des incendies comme ceux que l'on connaît maintenant malheureusement un peu partout dans le monde. Et voilà, tu as commencé ta carrière loin des objectifs en tant qu'ingénieur, mais peut-être que tu nous en diras plus. En tout cas, voilà, je te laisse peut-être compléter mes propos. Merci beaucoup, Tara, pour la présentation. En effet, moi, j'ai commencé par des études à Columbia dans la santé, dans le domaine de la santé, des études d'ingénierie. Et mon moment de prise de conscience, Raphaël, comme tu le disais, ça s'est passé en 2009, quand il y avait la COP 15, la conférence des parties, Conference of Parties, à Copenhague, et où on voyait dans la presse les ours polaires qui étaient sur les icebergs, qui dérivaient. C'est un peu le moment où le terme changement climatique est arrivé sur le devant de la scène pour le grand public, même si c'était déjà la 15e assemblée des parties pour essayer de trouver une solution. Il y avait aussi Rio, tout ça, il y a des sommets de la Terre avant, mais à ce moment-là, j'ai décidé de quitter mon travail de consultant en stratégie et de lancer ce projet un peu fou sur des personnes qui avaient déjà commencé à chercher des solutions
et surtout qui en inspirait d'autres autour d'eux à les suivre. Donc c'était pas juste des actes individuels, mais c'était des actes qui faisaient aussi tache d'huile autour d'eux, et un projet qui m'a porté pendant 8 ans et dont j'ai publié le livre l'année dernière. Donc c'était un long parcours pour arriver à finaliser quelque chose, pour pouvoir le transmettre aussi, le partager. Et je vous en dirai sûrement un peu plus après en quoi il est particulier ce livre, parce que c'est justement l'idée, c'est d'arriver à lancer des mouvements, quoi. Donc Climate Heroes, comme vous voyez les images derrière vous, c'est une association aussi, c'est une asso 1901, et c'est dans le but aussi de pouvoir inspirer à l'action. Trop chouette, mais oui, hâte d'en savoir plus. Et je crois que tu as quelques exemplaires aussi avec toi qui pourront tourner de main en main peut-être à la fin. Et enfin, on a le plaisir donc d'accueillir Martha Torré-Chaube. Donc vous êtes scientifique, directrice de recherche au CNRS, spécialiste en droit de l'environnement et changement climatique. Et donc tu enseignes le droit de l'environnement à l'université Paris 1 et à Sciences Po Paris également. Tu es entre autres experte auprès de l'ANSES, donc l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, l'environnement et le travail sur les produits phytosanitaires et les risques. Et tu pilotes différents groupes de travail, et notamment le groupe de travail droit de l'environnement et justice environnementale, dans le cadre du programme stratégie juridique du ministère des Affaires étrangères et européennes. Et enfin, une casquette qui me paraissait importante de souligner, c'est ton rôle auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec lequel tu réfléchis à l'éducation, au changement climatique et fais plein de choses très très chouettes. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bonsoir et merci beaucoup de cette présentation et merci de l'invitation. Alors pour compléter ce qui a été dit, actuellement je travaille pas mal avec le Haut Conseil pour le climat. Et j'ai beaucoup suivi également la Convention citoyenne pour le climat. Donc voilà 2 questions autour desquelles on pourra peut-être discuter parce qu'elles sont quand même intéressantes par rapport au sujet d'aujourd'hui. Par rapport à ma prise de conscience, l'âge oblige à dire que j'ai pris ma conscience sur ces questions un petit peu avant mes collègues qui sont assis à mes côtés. Donc j'ai 3 dates. La première c'est 92. Alors il n'y a peut-être pas des personnes qui étaient même pas nées à ce moment-là, mais voilà, je le dis, avec la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, qui est le tout premier texte international sur les changements climatiques. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très important qui s'est passé au niveau planétaire et global et qu'il fallait vraiment étudier ça de plus près. Ma deuxième prise de conscience, c'est quand je suis partie à New York, à NYU, avec ma bourse Fulbright. J'allais travailler sur des questions européennes et climatiques, mais j'ai compris que là-bas, aux États-Unis, les choses allaient beaucoup plus vite et que finalement, il y avait beaucoup plus à faire, des choses dont on n'était même pas conscient en réalité en Europe. Et j'ai quelque part importé en Europe un peu ce qui se faisait, des méthodologies, etc., qui se faisaient aux États-Unis. Donc ça a été important. Et troisième prise de conscience, pareil, États-Unis, un tout premier cas climatique, première action en justice, Massachusetts contre EPA, où pour la première fois quand même dans l'histoire, on va dire, donc ça a été une date 2007 en fait, qui m'a vraiment marquée. J'ai beaucoup travaillé dessus et j'y continue, où pour la première fois, la Cour suprême des États-Unis explique qu'il va bien falloir faire quelque chose et que donc l'EPA, l'Agence nationale environnementale états-unienne, a l'obligation de réguler et de légiférer autour des gaz à effet de serre et notamment du CO2. Voilà un peu mes prises de conscience. Merci beaucoup. Du coup, quand on m'a soumis le titre de cette conférence, le climat et moi, et moi, et moi, forcément, ça a fait écho à plein de choses, et notamment à ce qu'on entend à longueur de journée ces jours-ci, et les fameux petits gestes qui sont portés au plus haut niveau. Donc on a un ministre, Bruno Le Maire, qui maintenant met des cols roulés. On a
Gilles Legendre, un député de la majorité qui utilise un étendoir et plus on sèche-linge. Donc, alors qu'on vit une crise climatique et énergétique sans précédent et qu'on a besoin plus que jamais d'action au plus haut niveau, qu'on a connu un été qui a battu tous les records de sécheresse, de méga-feux et de chaleur, on nous rabâche les oreilles avec ces fameux petits gestes. Pourtant, les chiffres sont là. On nous dit... on nous fait croire que c'est ça qui va faire baisser la facture pour soi-même et pour la planète, alors que clairement, il y a un consensus scientifique pour dire que ce n'est pas le cas et qu'il faut un changement systémique. Donc, au-delà des petits gestes, et c'est très bien de mettre des cols roulés, on n'a pas attendu Bruno Le Maire pour le faire, on peut même porter des écharpes. Quelles actions donc, peut-on recommander aux citoyennes et citoyens qui veulent agir? Et donc j'ai envie de commencer par toi, Maxime, qui a suivi donc, depuis 2009 beaucoup de communautés et de citoyens et de citoyennes qui justement veulent faire changer les choses. Donc est-ce que voilà, tu peux nous en parler un petit peu plus de ces Climate Heroes? Oui, bien sûr. Dans le monde, on n'est pas tous, on vit pas tous de la même manière, avec le même confort, les mêmes conditions. Pour faire le projet Climate Heroes, j'ai été chercher des histoires dans chacun des secteurs émetteurs de carbone que le GIEC avait identifié dans son rapport en 2009-2010. Et j'ai cherché des exemples du coup, voilà, sur la forêt, la déforestation, sur le déchet, sur comment on se transporte, le déplacement en voiture ou autre, sur comment on habite dans la maison, comment on isole sa maison. Donc selon les pays, là en Indonésie, on a des anciens bûcherons illégaux qui ont décidé d'arrêter de couper leur forêt parce que finalement ils trouvaient plus au change à protéger leur cadre de vie et à faire pousser des légumes et des fruits en agroforesterie sous la forêt qu'à couper des troncs pour vendre le bois de façon illégale. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient aussi pour eux-mêmes une condition de vie un peu plus stable, arrêter de se faire racketter par les rangers du parc et puis pas avoir d'incendie dans les coupes rases, ce genre de choses. Donc chaque cadre est différent. Au Canada, j'ai rencontré quelqu'un qui avait totalement construit sa maison en bois, qui, grâce à la récupération d'eau de pluie et à du chauffage solaire et à des toilettes sèches, etc., consommait moins d'énergie qu'une famille africaine et un niveau d'eau équivalent à une famille africaine par rapport à... On se dit qu'au Québec, il y a de la neige pendant 5 ou 6 mois dans l'année quand même, hein, donc il faut chauffer la maison, mais le passif solaire, etc., fonctionnait bien grâce à juste du jus de cerveau quand même, et puis des techniques assez simples, hein, mais qui permettaient de s'adapter. Et donc l'idée c'est quand même qu'à chaque fois on peut tous faire quelque chose, hein, forcément, et donc il n'y a pas une recette miracle non plus, et donc c'est pour ça qu'aussi dans le livre que j'ai fini par réussir à mettre en forme sur ce projet, c'est pas non plus une liste de recettes, mais c'est un parcours. C'est comme j'ai suivi la structure la narrative du héros, voilà, Joseph Campbell, qui est un écrivain anglais britannique, parle de tout ça. C'est l'arche narrative qu'il y a dans tous les films, dans tous les mythologies. Donc on a un héros qui a un problème et puis il part dans une quête, hein, il va chercher, alors pensez à Ulysse, hein, vous connaissez tous Ulysse, il part en quête et puis il va avoir des obstacles, des gens contre qui il va se battre, éventuellement un dragon, hein, au Moyen-Âge. Ou alors, il va y avoir des gens qui vont l'aider. Et puis, au fil de sa quête, de son odyssée, il va rentrer chez lui après. Et puis, il propose une meilleure chose, une meilleure solution, une meilleure étape pour sa communauté, quoi. Jusqu'au jour où ça recommence et où éventuellement, il repart en quête, etc. Mais c'est ce que j'ai vécu en rencontrant tous ces héros du climat. Et c'est ce qui se passe en fait, et c'est le but pour chacun de nous, c'est d'arriver à suivre ce cheminement, parce qu'en fait, chacun a sa vie différente, on habite dans des appartements différents, ou dans des villes différentes, et l'idée c'est qu'à chaque fois on se mette en chemin et qu'on aille chercher nous-mêmes les solutions. Donc les héros du climat, c'est des exemples, c'est des histoires, c'est un roman et avec des photographies, donc c'est une fable aussi.
Et l'idée, c'est qu'on puisse trouver nos propres solutions à nous. Donc, bon, le bouquin, il est structuré de la même manière, c'est-à-dire que vous pouvez même noter des idées à faire, qu'est-ce que vous avez eu en tête en lisant ça, et puis après le transmettre, et puis lancer le mouvement autour de vous. Donc, je ne vais pas avoir une liste de choses à faire, je ne vais pas dire il faut mettre un col roulé ou il ne faut pas mettre de pièces jointes à l'email parce que ça consomme du serveur. C'est en fait, avant tout, ça vient du ventre, quoi. Ça vient de qu'est-ce qu'on a envie de faire, et quand on commence à s'intéresser à la question, on déroule la pelote, quoi. On va aller de plus en plus loin, et à partir du moment où on connaît les choses, forcément on s'implique. Là, les personnes que vous voyez, certains, ils sont pas éduqués, ils n'ont jamais été à l'école, ils savaient pas ce que c'était le changement climatique. Ils ont commencé par ok, je veux pas me faire racketter par un ranger et je veux pas couper les arbres parce que je sens qu'il y a un problème avec ça. Et en creusant, ils ont trouvé, bah oui, effectivement, il y a des notions comme la déforestation, comme le changement climatique, ce genre de choses. Et finalement, en commençant autour d'eux et en prenant soin d'eux-mêmes, ils arrivent à dérouler des choses qui sont positives pour tous, quoi. Donc c'est un chemin émotionnel ou intellectuel, enfin on l'appelle comme on veut, mais c'est un chemin personnel à faire, quoi. Merci beaucoup. Et toi, Raphaël, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience de démocratie participative, justement, pour adresser tous ces challenges, et notamment les chiffres de Carbone 4 et voilà, ce que tu peux conclure de ce que tu as vu jusqu'à présent. Oui, merci beaucoup. Moi, quand j'entends parler de petits gestes, j'ai toujours un énorme mouvement de recul, parce qu'on sait que récemment, il a été révélé notamment que la notion même de bilan carbone individuel a été mise en exergue, même peut-être inventée, il faudrait voir exactement, mais en tout cas, mise en exergue par British Petroleum. C'est vraiment eux qui ont dit il faut contre-attaquer, il faut lancer un contre-feu vis-à-vis de l'opinion publique, et commencer à dire ce qu'on a souvent entendu dans des milieux qui sont hostiles à l'écologie. On a tous, genre en tout cas moi dans ma famille, il y a absolument tout le spectre politique qui est représenté. Donc c'est extraordinaire, je peux faire des ponctions en allant voir des cousins éloignés, essayer de sonder la société française notamment. Et oui d'accord, alors tu es pour le climat, mais regarde, tu portes des chaussures en cuir, qu'est-ce que ça veut dire bon. Et c'était extraordinaire cette notion de contre-feu lancée par les grands groupes industriels les plus polluants. Et parce qu'on peut... Alors, il y a quelqu'un qui est très fort là-dessus, c'est George Monbiot, le columniste anglais du Guardian, et qui, justement, va aller chercher l'histoire de toutes ces modes qui peuvent parfois faire usage de thèmes qui semblent être favorables à la lutte contre le climat, mais qui, pris dans un scénario un petit peu comme ça, controversé, peuvent expliquer d'où ça vient, quoi. Donc, moi, j'ai toujours un tout petit peu de réticence vis-à-vis de cette histoire de petits gestes, et donc je le placerai dans quelque chose de plus large. Alors, il y a eu une étude de Carbone 4, vous connaissez Jean-Marc Jancovici en France, donc c'est Carbone 4, c'est aussi le Shift Project. Le Carbone 4, c'est la partie consultance de son collectif, et ils ont fait une étude en 2019, il y a 3 ans, sur voilà, si toute la population française, c'est un groupe français, si la population française faisait tous les petits gestes qu'il faut, avait un comportement réellement vertueux, quelle serait l'incidence sur les émissions par habitant? Donc il y a des histoires de péréquation, etc., et de moyenne par habitant. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que si c'est uniquement les petits gestes du quotidien, et si on fait tout absolument parfaitement, et en particulier ne plus manger de viande, ça c'est le grand truc, on peut baisser de 25% son bilan carbone, son bilan émissions individuelles. Si l'on fait également des investissements, comme notamment les questions de rénovation énergétique de son habitation, on peut encore baisser de 20%, donc on peut avoir un impact de 45%. Dans un cas, justement, ils appellent ça des comportements héroïques. Alors c'est dans un contexte un tout petit peu différent. Donc si tous les citoyens étaient absolument héroïques, on aurait, mais alors c'est dans un cas absolument extrême, alors ensuite il y a pas mal de réserves qui sont apportées à ce calcul, qui est un petit peu théorique, mais l'extrême qu'on pourrait faire, c'est 45%. Mais il y a au moins 55%, voire 60% selon les chiffres, qui sont incompressibles parce qu'ils dépendent des émissions liées à l'industrie, au transport, à la logistique. C'est des choses qu'on sait évidemment et que l'on voit, mais c'est toujours intéressant de voir les ordres de grandeur. Donc moi, sur les petits gestes, je suis pour évidemment, mais je considère que les petits gestes, ce qui est intéressant, c'est dans la dimension de recréer du collectif.
c'est dans la dimension de recréer des rituels, recréer des codes culturels qui recréent... Je vous en prie. De recréer des codes qui recréent du collectif. Parce que dans les petits gestes, il y a quand même quelque chose d'assez microéconomique, d'assez vision, représentation du monde où nos sociétés sont des sociétés d'individus qui, chacun, doivent avoir leur propre responsabilité face à une espèce de société anomique ou bien face au marché. C'est quand même une vision un peu Vilfredo Pareto, si vous voulez. C'est vraiment quelle est mon utilité marginale, etc. On peut quand même recommencer à penser en collectif. Et alors en revanche, effectivement, d'avoir des comportements qui peuvent créer des effets vertueux, qui peuvent ensuite servir de modèle parce que d'autres y voient quelque chose d'intéressant. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, moi, dans les révolutions politiques. C'est que alors c'est un peu fou qu'à le dire, mais les révolutions politiques, ça commence souvent par un rapport à soi-même, un rapport à son corps, un rapport à une espèce d'hygiène. On voit ça également chez les néoconvertis de pas mal de religions. Ce qui attire souvent le plus, c'est les pratiques de jeûne, la manière dont on s'habille, la manière dont on se tient, etc. Bon, alors il y a plein de sociologues qui ont parlé de ces choses-là. Moi, les petits gestes, je les vois là, en fait, dans des manières d'être, dans des manières de se discipliner, qui vont ensuite être des codes qui vont diffuser, qui vont essaimer sur du collectif. Voilà, c'est comme ça que je le vois davantage. Donc, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour la version BP des petits gestes pour le climat. Nous non plus. Et Martha, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le cadre juridique que l'on peut donner à tout ça, à toutes ces luttes, à toutes ces actions ? Alors, merci de cette question. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que j'aimerais donner aussi une vision de ces gestes qu'on peut faire. Je veux me faire un peu l'avocat du diable, mais j'ai l'impression quand même qu'on nous met une pression folle individuellement, alors que finalement, c'est pas du tout au niveau des individus qu'on est arrivé là où on est arrivé, c'est-à-dire à ce réchauffement irréversible et tellement, qui a tellement augmenté ces dernières années. Parce qu'on est sur une sorte de crête maintenant qui s'accélère en réalité. Ça s'appelle l'accélération du réchauffement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, et ça a été dit par plusieurs membres d'ailleurs du Haut Conseil pour le climat et par plein d'autres personnes, donc je n'invente rien, mais j'adhère assez à cet avis qui consiste à ce qu'on ne devrait pas nous laisser avoir trop des charges mentales par rapport à cela. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas forcément responsables de la situation à laquelle on est arrivé. Donc, on peut évidemment faire des choses, on peut prendre conscience, il faut prendre conscience, ça oui. On est évidemment responsable de nos gestes au quotidien, d'isoler notre logement si tant est qu'on est aidé quand même aussi, accompagné par des aides fiscales et autres, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc il faut ne pas se laisser faire par cette charge mentale des je dois faire. Non, il faut aussi accompagner les gens pour pouvoir faire. Il faut aider les gens, il faut expliquer les gens, il faut beaucoup de pédagogie et il faut aussi quand même que l'État prenne ses responsabilités et que les États, les différents États, je ne parle pas d'un seul État, mais tous les États soient responsables de manière commune mais différenciée. Donc je reviens vraiment à l'essentiel des principes sur le réchauffement climatique et également les acteurs privés, c'est-à-dire les entreprises, les sociétés d'énergie, des transports et autres qui ont aussi leur part. Donc ce n'est pas forcément aux individus de se laisser envahir par la charge mentale. Voilà ce que je pense. Et peut-être un petit mot sur l'impact d'actions comme on a pu voir, comme l'affaire du siècle ou des choses comme ça. À ton avis, quel est cet impact ? C'est une partie du volet collectif qui est intéressante parce que
ça permet à ces ONG qui sont très actives et qui ont décidé de mobiliser en fait les moyens juridiques, c'est-à-dire de monter des actions en justice. Ça permet d'utiliser des outils du droit qui existaient déjà depuis longtemps, il n'y a rien d'inventé, pour justement demander des responsabilités à l'État, en tout cas pour leur dire vous n'avez pas fait assez et pas assez vite, voilà où on est arrivé, nous vous demandons de faire un peu plus, puisque nous au niveau individuel on ne peut pas, donc on se constitue en collectif, des ONG, etc., et de manière extrêmement pacifique, on utilise le droit. Donc là, je ne parle pas du tout des extinctions, rébellions ou autres qui font des actes peut-être un peu plus actifs. Mais là, c'est vraiment en utilisant les moyens du droit, le droit de la responsabilité, les pourvoirs en excès de pouvoir devant le Conseil d'État et autres. Donc des choses bien classiques pour dire à l'État que pouvez-vous faire? Est-ce que vous pouvez agir un peu plus vite? Est-ce que vous pouvez revoir vos trajectoires des réductions d'émissions? Est-ce que vous pouvez aussi essayer de contrôler un peu ce qui se passe du côté du secteur privé? Donc, ce sont des dynamiques en fait qui se mettent en route effectivement dans un cadre tout à fait juridique et finalement assez classique, mais très, très novatrice finalement. Merci. Ouais. Si je peux, je sais pas si tu vas-y. envisageais, mais du coup ça m'évoque des choses. Je pense que la prise de conscience, c'est le démarrage. Une fois qu'on a commencé à se lancer là-dessus, on peut pas forcément s'arrêter. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Je pense que ça doit être l'expérience de beaucoup de gens quand on commence à découvrir comment ça fonctionne. On peut plus fermer les yeux. Évidemment que c'est pas aux citoyens de tout faire. Évidemment qu'il y a un scandaleux foutage de la part des États et des entreprises sur le sujet. Par contre, on voit que tout seuls, ils vont pas bouger. Alors du coup, il y a plusieurs solutions. Et là, je rebondis sur 2 points. Par exemple, les femmes que j'ai rencontrées en Gambie qui font du recyclage du déchet. Bon, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. C'est un petit pays qui produit des cacahuètes, littéralement. Ils ont réussi, avec leur pression, avec un groupe de 2000 personnes, 2000 femmes impliquées, à faire voter l'interdiction des sacs en plastique 5 ans avant la Commission européenne. Je dis pas que c'est un exemple, mais par contre, nous, on peut choisir beaucoup comment on impacte nos gouvernements, pour qui on vote, comment on fait pression sur eux. Donc tout ce que tu as décrit aussi à travers ces actions en justice, le poids qu'on peut donner aux associations qui osent porter ces choses auprès des États et faire condamner l'État français pour une action climatique, oui, tout seul, ils vont pas y arriver. Donc il faut qu'il y ait des gens derrière. Enfin, il faut que si on se mobilise, on peut appuyer ces choses quand même. Donc on demande aux États de faire, parce qu'effectivement, c'est pas aux citoyens de faire. Et puis deuxième point, les étudiants qui choisissent d'affirmer qu'ils veulent pas bosser pour Total, parce que Total, c'est une entreprise polluante qui bafoue scandaleusement tout ce qu'il y a de plus basique sur la notion de préservation de la planète. C'est un autre levier d'action. Et c'est quand même, la base, c'est nous qui avons aussi le pouvoir de choisir pour qui on veut bosser ou pas, quoi. Clairement. Du coup, j'allais y venir en disant, aujourd'hui, on est unanime, la communauté scientifique est unanime, on fonce droit dans le mur. On s'entête, ou en tout cas les gouvernements s'entêtent et ne font pas grand-chose. Et tout ça sur fond de dissonance cognitive et de technosolutionnisme. Encore pas plus tard que la semaine dernière, on parlait des milliards qui allaient être déployés pour l'hydrogène et juste l'hydrogène en faisant abstraction de tout le reste et tout l'impact environnemental que ça peut avoir sur plein de choses autres que le climat. On a aussi pas mal parlé du refus d'interdiction des jets privés sous prétexte qu'on allait inventer des avions propres, plutôt que de se dire aujourd'hui on peut peut-être prendre l'avion en collectif, déjà qu'il faudrait arrêter, mais voilà, c'est un autre sujet. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que nos vies ressemblent de plus en plus au scénario de la fiction, pacifiction de Netflix, Don't Look Up. Et donc, en fait, est-ce que le vrai pouvoir des individus dans la lutte contre le réchauffement climatique ne repose pas avant tout et surtout dans des actions collectives et la sanction des urnes, voire des actions violentes aussi. Donc, je laisse Martha peut-être réagir là-dessus, parce que tu nous parlais de ces manières très novatrices d'utiliser des outils anciens. Mais en fait, l'affaire du siècle, on en a beaucoup parlé.
Beaucoup de gens en ont beaucoup parlé, l'État a été condamné et il ne se passe pas grand-chose non plus. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question parce que vous avez parlé d'actions violentes. L'affaire du siècle n'est absolument pas violente. Vous avez parlé du film Don't Look Up, qui est quand même une situation extrême. On n'en est pas là et je ne pense pas qu'on en sera là. Je pense qu'il faut rester positive. Donc, pour revenir à l'affaire du siècle, c'est la deuxième affaire climatique en France. Il y en a deux quand même. Une première dont on parle moins et qui est pourtant presque aussi intéressante. Elles sont, on ne peut pas les comparer, et qui est allée directement devant le Conseil d'État, qui s'appelle l'affaire des Grands Saintes. Ça me paraît important d'en dire deux mots, parce qu'à travers cette action, on comprendra l'autre. Et l'affaire des Grands Saintes, ce n'est pas des ONG, c'est une personne, le maire d'une ville, la ville des Grands Saintes, qui, en fait, en tant qu'ancien maire, a décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir. Un recours pour excès de pouvoir, c'est tout simplement montrer à l'administration qu'ils n'ont pas agi comme il fallait agir, et d'une certaine manière, ils se sont excédés dans leur pouvoir pour ne pas avoir fait, pas pour avoir fait. Bon, il faut le comprendre d'une manière large. Et donc, le Conseil d'État a accepté partiellement cette requête. Donc, l'affaire du siècle avait un précédent. C'est pour ça que l'affaire du siècle a pu avoir le résultat qu'elle a eu. C'est parce qu'il y avait eu cette décision 3 mois avant ou 4 mois avant. Et il y a eu une deuxième décision Grande Sainte l'été dernier où ça a été ratifié. Donc maintenant, l'administration doit montrer par une série des moyens et des mesures qu'ils ont effectivement fait quelque chose. Sur ces entrefaites arrive l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, ce sont 4 ONG. Là, pour le coup, ce sont des ONG, avec quelques villes aussi qui se sont rajoutées à cette action, qui est précédée d'une pétition en ligne. C'est ça qui est intéressant et qui a fait tout le succès. C'est tout le travail des communications qui a été fait auparavant et au préalable par les ONG, qui sont quand même des jeunes très forts et qui connaissent très bien les réseaux, etc. Je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça de cette manière-là. Là, c'est novateur. Et cette pétition a reçu 2 millions de signatures d'appui. Et juste après ça, fort de ces 2 millions de signatures, les ONG ont entamé cette action en justice, cette fois-ci devant le tribunal administratif de Paris. Donc c'est une première instance, il y aura un appel, et après, il y aura Conseil d'État. Donc ça va avancer beaucoup plus lentement que la première affaire dont j'ai parlé, Grande Sainte. Et l'affaire du siècle, c'est demander des responsabilités à l'État du fait qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils n'ont pas assez réduit les émissions et que par conséquent, ils ont causé un préjudice écologique à l'atmosphère. Donc, leur argumentation, c'est l'atmosphère a été endommagée parce qu'il y a trop d'émissions. Et donc, c'est la faute de l'État parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour réduire ces émissions entre 2015 et 2018. Et là-dessus, le tribunal a donné raison et a considéré que l'État est effectivement responsable pour cette période-là des 3 années, 2015-2018. Pas pour le reste, on est quand même en 2022. Donc, l'affaire va continuer, d'abord pour savoir si pour les périodes d'après 2018, il y a aussi responsabilité ou pas. Pour l'instant, le tribunal a dit que non. Et ensuite, pour savoir de quelle manière on peut réparer cette atmosphère qui a été endommagée. Et c'est là-dessus que la nouveauté se pose. Est-ce que le juge français sera à même de pouvoir donner une solution pour réparer l'atmosphère qui a pu être endommagée? Pour l'instant, il n'y a pas de solution, puisque les ONG avaient demandé 1 euro symbolique de réparation. Et le juge a dit, bon, bah, dans ce cas-là, je ne peux pas demander une réparation. 1 euro, ça ne va rien réparer du tout. Donc, je ne veux rien imposer à l'État pour l'instant. Essayons de voir un peu plus en avant si on ne peut pas évaluer ça d'une autre manière, etc. Donc, l'affaire, pour l'instant, elle en est là. Affaire à suivre.
Oui, et donc l'affaire, elle en est là, et ça ne nous apporte pas beaucoup de solutions, autres que le fait qu'on a quand même une très très grande visibilité et un grand engouement. Donc peut-être, Raphaël, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta vision sur les actions peut-être de deux types différents. Donc d'un côté peut-être la désobéissance civile et de l'autre des actions de mobilisation, de gouvernance locale et participative, qui sont peut-être deux prémices de solutions globales. Oui, merci beaucoup. Moi, je ne serais pas aussi négatif sur l'affaire du siècle que toi, Tara. Parce que moi, je crois vraiment au faisceau. Non, mais je crois vraiment au faisceau. Je crois vraiment au faisceau de petits leviers. C'est pour ça que je crois beaucoup au système complexe, parce que depuis la grande dérégulation des années 60, 70, 80, on a des États qui n'ont plus vraiment les moyens de leur politique. On a tout dérégulé, on a tout mondialisé, etc. Les choses sont devenues infiniment plus complexes aussi avec la technologie. Et pour pouvoir, moi, c'est drôle de voir comment fonctionnait la politique publique dans les années 60, dans les années 50, il faut relire des mémoires de De Gaulle, les trucs comme ça, où l'État pouvait prendre une décision, interdire un truc, et les gens ne le faisaient plus. C'était extraordinaire. C'est plus comme ça maintenant. Et donc... il faut voir comment on peut faire bouger des systèmes complexes. Et alors, il y a la grande contradiction actuelle qui a été développée par Yascha Mounk, notamment sur le fait qu'on a, on a de la démocratie d'un côté, le libéralisme de l'autre, et que c'est ces deux continents qui sont en train de s'éloigner l'un de l'autre. Donc, il y a parfois des choses extrêmement intéressantes qui viennent de juges, alors qu'on va avoir des populations qui, sous l'effet d'autres pressions, vont être anti-immigrés, anti-climat, ce que vous voulez. On a une forte virée populiste dont vous êtes au courant dans beaucoup de pays. Mais du coup, moi, ce que ça m'inspire, c'est que effectivement, un peu de Extinction Rebellion, XR, ça marche bien, mais ça ne sera qu'un tout petit bout de ce grand complexe, cette grande mosaïque d'actions extrêmement hybrides, de ce kaléidoscope d'actions qui peut-être feront bouger les choses. Des juges du Conseil d'État ou autre, le Conseil d'État qui prend une décision, ou la Cour suprême des Pays-Bas qui a pris une décision du même genre récemment, il y a 2-3 ans, ça fait bouger les choses. De l'autre côté, des gens comme Damien Carême à Grande-Synthe, qui sont dans le collectif des 5 ou 6 maires de France qui sont systématiquement invités partout lorsqu'il s'agit de montrer qu'avec très peu de moyens, des prérogatives proches de zéro, eh bien on peut bouger les choses. Alors que maintenant, c'est les intercommunalités en France qui ont disons, les prérogatives en matière de climat. C'est les métropoles, les interco, des choses comme ça. Et donc, il y a toute cette question de comment est-ce que, quand on est maire d'une petite commune, on peut changer les choses. Sur le papier, on ne peut rien faire. Dans la réalité, on peut inventer des modalités en tant que représentant d'un collectif. On a été élu. On peut réinventer la démocratie représentative locale et aller lancer des petites initiatives participatives, souvent sur le thème de l'exemplarité, souvent beaucoup sur le thème des intergénérationnels. Alors en plus, dans les petites communes, il y a souvent beaucoup de personnes âgées, bon ça c'est autre chose, mais sur l'intergénérationnel, sur comment on apprend entre générations à s'occuper des jardins publics, comment on va travailler en systémique sur bien telle mesure pour la revégétalisation de telle partie de la ville va aussi aider à la santé des enfants et à des activités en plein air et également à des activités, à des financements pour la santé mentale des enfants qui vont permettre ensuite d'apporter un financement pour des médecins qui s'occupent ou bien des éducateurs qui s'occupent de ces questions-là dans les quartiers défavorisés. Vous voyez, et on voit toute une série d'effets en chaîne. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Democratic Society, parce qu'il faut quand même que j'en parle. C'est ce qu'on fait dans le cadre du projet Climate Kick, qui a été financé par la Commission européenne donc depuis 2019, où on a d'abord accompagné 15 villes en Europe, donc avec l'ONG et bien d'autres, évidemment, c'est un très gros consortium. On a accompagné un certain nombre de villes en Europe. En France, c'était Orléans. On avait des villes beaucoup plus grandes ailleurs en Europe, Milan, Amsterdam, Madrid, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lutter contre le réchauffement, ou surtout pour s'adapter aux effets du réchauffement, et pour avoir des adaptations qui respectent la justice sociale, pour justement sortir de cette logique de c'est pas mon problème, c'est ton problème, chacun sa responsabilité, eh bien, on a mis en place des systèmes de démocratie participative innovante, où on met en œuvre l'intelligence collective des habitants, et on va créer ce qu'on appelle de la gouvernance participative, donc c'est-à-dire qu'on va faire participer tout le monde, d'abord à la désignation des objectifs
en termes de réduction des émissions pour les villes. Chaque ville est différente. Donc on va d'abord avoir une grande période d'apprentissage très structurée avec un certain nombre de groupes de travail. On fait travailler tout le monde. On va aller s'adresser au public, ce qu'on appelle les publics éloignés, les publics qui ne sont pas dans les réseaux habituels de conseils de quartier, etc. Donc de créer toute une phase d'apprentissage sur quels sont les enjeux, quels sont les chiffres à atteindre, quels sont les objectifs de baisse d'émissions notamment. Et ensuite, travailler de manière collective, alors ça peut prendre plusieurs mois. On avait fait ça avec les assises du climat à Orléans l'année dernière, sur 6 mois. Tout un énorme travail de collecte d'idées, et ensuite d'aller chercher les idées qui ont un impact systémique, c'est-à-dire qui ont un effet levier sur plusieurs choses. C'est un petit peu ce que j'ai résumé tout à l'heure. Et à partir de là, créer une feuille de route. Et la nouvelle frontière, en réalité, de la démocratie locale sur ces questions-là, c'est de créer des instances qui peuvent tenir sur le moyen terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent avec une notion de citoyen tiré au sort. On revient un peu sur des idées de démocratie délibérative, comme la CCC, la Convention citoyenne pour le climat, où on va avoir des citoyens représentant la diversité de la ville, qui vont suivre la bonne mise en œuvre de ces feuilles de route. Et de ces mesures, alors ces investissements pour la rénovation énergétique des bâtiments, ces investissements pour des transports propres, ces investissements aussi pour la justice sociale. Effectivement, souvent, c'est des mesures qui vont mettre en difficulté les publics les plus fragiles, parce que ça change le mode de vie. Donc voilà, il y a toute cette série de choses, et on est en train de construire, en avançant, dans les 15 villes de Climate Kick et bientôt dans les 100 villes intelligentes et neutres en carbone du nouveau programme des missions, des villes missions de l'Union européenne, qui est un gigantesque investissement de l'Union européenne qui a été lancé il y a 6 mois. On est en fait en train de créer, en avançant, le mode d'emploi. Parce qu'en réalité, les objectifs de neutralité carbone à horizon 2030, on ne sait pas comment faire. Et moi, perso, bon, on en parle après, mais c'est peut-être plutôt 2040. Mais l'idée, c'est que chaque ville doit inventer son modèle, et ça ne peut se faire que pour 2 raisons. Ça ne peut se faire de manière collective que parce qu'il y a des gens qui vont être laissés au bord de la route, et donc il ne faut pas qu'ils soient laissés au bord de la route. Et donc ils participent collectivement à la manière... Il y a beaucoup de programmes de reskilling, notamment à Amsterdam, des idées que si on change la manière de fonctionner de la ville, il y a des nouvelles compétences, il y a des nouveaux métiers. Et ça, il faut le faire dès maintenant. Mais cette idée vraiment qu'effectivement, là moi je serai à Lyon jeudi matin pour lancer l'Agora 2030 de la ville de Lyon. C'est un agora participatif, d'abord avec la société civile organisée, ensuite on va l'étendre, pour voir comment Lyon, qui est différente d'Amsterdam, qui est différente de Milan, qui est différente de Vienne, va faire son modèle participatif pour baisser ses émissions. Voilà. Merci beaucoup. J'avais envie qu'on parle un petit peu des jeunes, hein, comme le disait Maxime tout à l'heure. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par les jeunes générations et de plus en plus jeunes. Et il y a une citation de Greta Thunberg qui est quand même très, très éloquente, qui dit « Si notre espoir repose sur des jeunes au bord du burn-out qui s'occupent du climat après les cours, alors il n'y a plus beaucoup d'espoir. » Donc clairement, on l'a vu avec les grèves de l'école, donc qui est devenu le mouvement Fridays for Future. On le voit en France avec le manifeste pour un réveil écologique, donc qui a été signé par plus de 30 000 étudiantes et étudiants de 400 établissements d'enseignement supérieur. Donc des jeunes qui refusent de travailler et de mettre leurs compétences au profit d'entreprises dont les actions sont néfastes sur l'environnement. Ce sentiment d'urgence, il est bel et bien saisi par la jeunesse qui va être, qui est et sera la première à impacter et le plus durablement. Donc Martha, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus parce que tu travailles justement sur les sujets d'éducation au changement climatique et donc en quoi est-ce une opportunité dans la lutte contre le réchauffement climatique et comment on peut toutes et tous la mener avec les plus jeunes et embarquer tout le monde peut-être dans des mouvements plus intergénérationnels. Alors effectivement, les jeunes, ils ont pris une conscience il y a quelques temps. Ça a même pu causer une certaine angoisse chez certains. Il faut faire un peu attention à ça. Il y a même des études sur ce poids mental quand même qu'ils subissent.
Je pense qu'il faut faire un peu la part des choses. C'est normal que les jeunes se mobilisent et c'est bien. Après, c'est pas à eux de tout faire. Ils peuvent pas tout porter eux-mêmes, donc il faut les appuyer dans leur action et il faut les écouter un peu par rapport à ce qu'ils demandent. Il y a plusieurs actions en justice ailleurs qui avaient ça comme objet. Dont une en Allemagne, l'affaire Neubayer, qui est remarquable, puisque c'était des jeunes qui demandaient à changer la constitution allemande pour que, justement, les jeunes générations n'aient plus à porter un poids démesuré sur les actions climatiques dans les années à venir, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui s'accélère. Plus on tarde à agir, plus l'effort sera grand. Donc, si on s'est fixé un objectif à 2050 de neutralité carbone, plus on va tarder à commencer à réduire, plus il faudra réduire rapidement et drastiquement. Donc, ces jeunes Allemands, totalement conscients de cette proportion des chiffres, ils ont décidé de demander au gouvernement de faire quelque chose en changeant, par exemple, déjà pour commencer, leur constitution, de sorte que le gouvernement soit obligé constitutionnellement à faire quelque chose. Les actions de Greta Thunberg qui sont les plus connues, elles sont intéressantes. Après, est-ce qu'elles sont vraiment effectives ? Par exemple, elle a été avec un groupe des jeunes il y a 2 ans devant le comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Ils étaient, je crois, 9 pour, d'une certaine manière, accuser différents États, je crois que c'était une vingtaine d'États dans la France, du fait de violer les droits des enfants à cause de l'inaction climatique. Bon, est-ce que ça peut vraiment aboutir, ce genre de, en dehors de l'effet de communication et du spectaculaire de l'action, etc. Je ne sais pas. Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer ? Est-ce que c'est ce type d'action ? Donc en réalité, les jeunes, il faut les appuyer, mais là où c'est réellement, je pense, légitime, par exemple, réformer une constitution, revoir ses trajectoires de réduction, mais après, aller jusqu'à certains degrés enfin, c'est peut-être aller un peu loin. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi parfois de faire un pas de côté et prendre un peu de recul pour voir ce qui est vraiment faisable, ce qui est raisonnable et ce qui relève purement de l'action des communications aussi. Et quid du droit de vote abaissé pour les plus jeunes ? Donc, ça a été une revendication lancée notamment au moment du Brexit, donc sur un autre sujet, mais sur le fait justement que c'est les plus jeunes qui allaient être impactés et qui demandaient donc le droit de vote à 16 ans. C'est des revendications qui reviennent pas mal aussi dans les mouvements activistes sur les sujets du climat. Est-ce que tu as un avis là-dessus ou est-ce que tu penses que ça peut radicalement changer la donne, Martha ? J'ai pas du tout un avis là-dessus. Je n'ai pas du tout réfléchi à cette question de l'âge de vote de la majorité. Je n'ai pas d'avis. Ok. Bon, du coup, l'engagement massif des jeunes, il y a différents points de vue dessus, mais globalement, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire qu'il s'explique parce que, évidemment, ce seront les plus impactés, les plus durablement, comme on l'a dit, mais il s'explique aussi par la criante absence de cap et d'action coordonnée au plus haut niveau de l'État et de toutes les personnes globalement qui détiennent tant le pouvoir politique que le pouvoir économique. Donc on l'a vu, il y a eu beaucoup de catastrophes très spectaculaires ces derniers temps qui ont provoqué des prises de conscience, mais ces prises de conscience semblent de très courte durée. On l'a vu avec la pandémie de Covid et peut-être une accalmie très bienvenue de plein de choses, mais on est reparti de plus belle. On voit ces prises de conscience
aussi avec les terribles inondations au Pakistan, les méga-feux, mais un sujet d'actualité en chasse l'autre. Et voilà. Et donc l'attention médiatique est aussi très limitée là-dessus. Donc Maxime, toi qui étudies cette thématique de la prise de conscience et de la reconstruction, notamment avec ta série Paradise, voilà, quel est ton avis là-dessus? Quel espoir ou quel regard tu portes sur la capacité des humains à pouvoir se mobiliser quand il le faut et collectivement, massivement et au-delà des jeunes et d'englober tout le monde? Waouh, c'est une grosse question métaphysique. Disons que au fil des 12-15 ans là où j'ai travaillé sur tout ça, je dirais pas que je suis devenu plus optimiste. J'ai même essayé à ma manière, à travers la photographie et le rôle d'artiste aussi, de faire prendre conscience en durcissant un peu le ton. Parce que Climate Heroes, c'est une collection d'initiatives citoyennes donc on est dans l'action, le positif, l'inspirant, l'entraînant, parce que c'était aussi le but, c'est de pouvoir montrer qu'il y a des choses. Il faut remettre en contexte que donc en 2009, je commence ce projet, je le poursuis jusqu'en 2015 dans un premier temps, je l'expose à la COP21 à Paris, puis je le continue encore avec d'autres photographes, on était 4 à travailler dessus, jusqu'à l'année dernière par exemple, on l'a exposé à Photoclimat et puis ce livre, mais entre 2009 et 2015 déjà, la prise de conscience du public a été bonne, c'est-à-dire que on découvre le terme changement climatique à accord de Paris, mobilisation de différentes ONG, de la société civile, etc. Il y a déjà eu un grand chemin de fait. Après, c'est pas assez rapide, bon, mais il y a déjà une connaissance et une conscience du sujet. Mais moi, dans mon côté d'auteur, j'ai trouvé que il fallait être plus direct aussi, et que ces événements, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc depuis 5 ans, ça commence à partir en vrille dans tous les sens. Donc quand je suis rentré de Californie, après 2 ans de travail sur les feux là-bas, l'été dernier, enfin en 2021, donc il y a 1 an, ça brûlait en Grèce, au Maroc, enfin en Algérie, en Turquie, en France. Là, cette année, c'était encore le Portugal, la France, la Gironde et tout. Donc j'étais vraiment choqué et abattu de voir que en fait, ce que je voyais là-bas, ça arrivait maintenant en Europe. Donc il n'y a plus de temps à perdre, il faut se dépêcher. Là, maintenant, c'est vraiment urgent. Et du coup, moi, j'avais envie de pouvoir rentrer plus directement droit au but, quoi, droit au cœur, quoi, pour toucher l'imaginaire ou le côté que chacun puisse se sentir cette urgence. Donc c'est pour ça que dans mon dernier projet Paradise, j'essaie vraiment de retransmettre aussi le traumatisme qu'ont vécu ces personnes. Donc en 4 heures, la ville a été ravagée par un incendie qui a fait 90 morts. Et il y a eu 20 000 structures qui ont été touchées, 25 000 habitants au départ. Maintenant, il n'y en a plus que 3-4 000 qui sont revenus pour reconstruire, mais dans des conditions absolument difficile, hein. C'est un désert. Enfin, il y a quelques arbres encore debout, mais il fait chaud, il y a du vent, ça brûle tous les étés, il y a de la fumée dans le ciel pendant plusieurs mois de l'année. Ils ont peur de rebrûler à nouveau presque chaque année. Donc la question, c'est vraiment effectivement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on change quelque chose ou pas? Mon sentiment, c'est que le citoyen, la société civile prend conscience, a envie de changement, mais du côté entreprise et du côté gouvernement, il n'y a pas les mêmes sentiments d'urgence. Pourquoi? Sûrement pour des raisons d'intérêt qui ne sont pas aussi vifs chez eux que nous, pour nous, quoi. Donc effectivement, leur intérêt financier prime, et puis nous, notre intérêt, c'est vraiment notre cadre de vie. Alors ce que je questionne, c'est est-ce qu'on a envie de vivre dans un désert, une fournaise où c'est cramé, où c'est invivable, ou est-ce qu'on se mobilise pour changer nos habitudes et faire changer les comportements des gouvernements, des entreprises. Et on voit que tous les jours, il y a des nouvelles qui sortent sur
sur les déplacements en jet privé, sur les projets EACOP et les projets de forage de Total, etc. Et que de ce point de vue-là, même le gouvernement qui dit on ne va pas faire de pêche de scène démersale sous-marine, et ben finalement, dans le dos, c'est les lobbies qui gagnent et ils finissent par leur donner le marché en secret comme ça, en catimini, et ils y vont franco. Pourquoi ? Parce que l'entreprise néerlandaise, elle va donner beaucoup d'argent en faisant ce procédé et que le gouvernement est bien content de pouvoir en récupérer. Donc, je ne suis pas positif du tout sur le sujet parce que je vois une accélération de choses délirantes et du coup c'est pour ça que je pense que c'est pas à nous de tout faire, mais là il va falloir qu'on mette une sacrée pression quand même là. Merci. Je crois que Raphaël, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, merci, pardon. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je crois beaucoup au bloc hégémonique, je crois beaucoup à Gramsci. Et je considère que là où on voit des changements... Moi, je suis né en 75, et quand j'étais enfant, il n'y avait pas de personnages gays dans les séries télévisées, par exemple. Maintenant, c'est quelque chose de complètement acquis. C'est une révolution. C'est une révolution. On peut faire des révolutions culturelles pour des thèmes qui nous tiennent à cœur. Ça peut se faire. Alors ensuite, moi d'ailleurs, je trouve qu'une étude qui serait très intéressante à faire, ou bien sur le racisme. Sur le racisme, on voit que les tendances sur le vote sont particulières, mais tous les sondages montrent que plus les générations sont jeunes, moins elles sont racistes. En tout cas, dans les pays occidentaux, européens, c'est les exemples là comme ça que j'ai en tête. Il y a des choses qu'on peut faire. On a cette histoire qui consiste à dire de toute façon, ma bonne dame, tant qu'on ne changera pas les comportements individuels, on ne pourra rien faire. Ce n'est pas vrai. Il y a des leviers et il y a des effets de marée. Il y a des raz de marée qui changent complètement. Alors ça peut aller complètement dans le mauvais sens aussi, on est d'accord. Hein, on a vu aussi des trucs pas brillants. Mais il faut aussi regarder les choses qui ont marché dans le bon sens. Et il y en a. Et moi, je crois beaucoup justement à ce faisceau de petits leviers qui font que quelque chose bouge à un moment. Moi, je disais au début, quand on préparait, je disais, moi, je rêve que quand Cyril Hanouna aura des cheveux blancs, dans ses émissions débiles, on discutera parce que vous savez, toutes ces émissions-là, c'est des émissions qui indiquent la morale publique. C'est des gens qui débattent et ils disent ça c'est acceptable, c'est pas acceptable. Et on peut les décrypter entièrement et voir quelle est la norme morale du moment. En décryptant du Hanouna ou bien les Marseillais en vacances, Big Brother, des trucs comme ça. C'est la photographie de l'ordre moral du moment dans un pays, dans une société. Bon. C'est pas chez les Marseillais en vacances qu'on entendra des choses homophobes, par exemple. Parce que là, ça existe. Il y a eu ça chez Hanouna. Mais il y a une tempête médiatique, des excuses publiques, etc. Moi, je voudrais que dans 2, 3, 4, 5 ans, il y ait des polémiques de cet ordre-là sur le climat. Et je voudrais que cette parole morale populaire, cette espèce de tribunal populaire moral, mais qui donne où on en est à un moment donné en termes de la grille morale d'une population. Que ce tribunal moral, justement, de temps en temps, aille ridiculiser les excès de paroles publiques indignes sur les questions de climat. Moi, j'aimerais bien que Hanouna se moque du col roulé de Le Maire, des trucs de Pannier-Runacher sur on ne pourra plus regarder YouTube. C'est pas YouTube dont elle parlait, hein, mais on ne pourra pas regarder certains trucs parce qu'il faut réduire nos émissions dues au digital. Qu'on arrête de dire n'importe quoi, comme tu disais. C'est plus possible. On n'a plus le droit de dire je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Hein, on est d'accord, ça ne marche plus. Mais on n'a pas le droit de dire non plus l'aéroport de Roissy sera un aéroport neutre en carbone. Marine Le Pen qui a fait des scores historiques. Oui, mais justement en changeant ces discours-là. Et Zemmour qui fait des discours comme ça, c'est effondré. Ça bouge. Ouais. Sur la parole publique, je vous assure, ce qu'on peut dire en public, ça change, je vous assure. Je pense que moi, le grand retour de l'extrême droite est justement pas lié directement à ces thèmes, mais c'est une autre question. Mais on ne doit pas pouvoir dire l'aéroport de Roissy sera un aéroport neutre en carbone. Ça a été annoncé, ADP l'a dit. Hein. C'est n'importe quoi. Comme le défilé Yves Saint-Laurent au milieu du désert. Voilà, par exemple. On ne peut plus dire des trucs pareils. Alors, malheureusement, ça se dit encore. Des gens y croient encore, malheureusement, parce que la parole est forte quand ça vient de ministre. Mais j'espère que bientôt,
il y aura, on va, moi, je crois Mais beaucoup à la tout- notion d'intégrité de la parole publique. Mais Voilà, et je pense qu'on peut travailler là-dessus. Tout le point, je pense, c'est dans le bientôt que tu viens d'indiquer, où en fait, je pense que tu as tout à fait raison, et le jour où Cyril Hanouna parlera positivement d'environnement, ou en tout cas se moquera de Bruno Le Peut-être Maire, demain. ce sera chouette, oui, mais c'est peut-être pas demain, justement, Bah, et quand tu c'est regardes la ce qui se question fait, de la fréquence et de la rapidité et de l'accélération. Donc, Ben, je trouve que ça Mais- va vite. Je trouve que ça va vite. Vous regardez ce que fait Gabriel Malek, vous Mais- regardez ce que fait Juliette Ouais, Noël. juste Maxime, pour un en petit une complément, minute. ouais, en très rapide. L'autre truc qui me sidère, c'est sur la publicité, tellement c'est flagrant et tellement c'est énorme. Alors au début on dit on fait un truc vert, après on dit on fait un truc neutre en carbone. Après, et à chaque fois, les entreprises, à chaque fois, elles gagnent 5 ans. Le temps qu'on démasque le poteau rose et qu'on se dise en fait il nous a enfumé, ils ont gagné 5 ans de vendre leurs produits à la noix là. Du coup, c'est ça qui est dingue. Et du coup, ça, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des mentalités, des récits à construire différemment pour qu'ils puissent plus, qu'on n'accepte plus, nous aussi, en tant que consommateurs, ou qu'on cautionne plus ce genre de choses. Après, il y a la loi aussi qui, effectivement... Mais là, la loi, on a vu que l'État n'a pas suivi sur les propositions de la Convention citoyenne, bah ouais, sur ce qui touchait à la tout publicité. à fait. Donc, il y a des autres pressions à faire. Voilà. Dans le domaine du positif, il y a beaucoup de prise de conscience, de gens qui changent de job, de gens qui font eux-mêmes, de gens qui cherchent un travail qui a du sens, qui acceptent plus les modèles d'entreprise et d'utilisation de la force du travail comme il y a eu un excès. C'était Bernard Stiegler qui en parlait, entre l'emploi et le travail aussi, hein, un emploi pour qui on paye pour faire un truc, ou un travail qui émancipe, qui individualise et qui permet de se réaliser. Et il y a ce mouvement, je sens un petit peu là, bon, moi j'en ai été aussi à un, et puis il y en a beaucoup qui font ça, donc les jeunes générations, ils sont très dans ça aussi, c'est chouette, hein. Et les petits trucs qu'on fait en tant que citadin, d'acheter bio et local, ça représente pas lourd dans la balance, mais j'espère que ça, c'est le début de quelque chose d'autre. Comme je le disais, c'est une fois qu'on a la prise de conscience, ou qu'on s'intéresse et qu'on se documente, qu'on recherche et qu'on a envie de parcourir le chemin. Après, c'est à nous de le faire. Mais donc, ça, pour le coup, je sens ça, et je suis plutôt positif à l'échelle des personnes, quoi.